Annoncé depuis l'été 2022 comme le projet de loi qui allait cristalliser les oppositions, le projet de loi Asile et Immigration est désormais au Sénat et dans les débats politiques. Vous dites que ça ne servirait à rien. Mais pour l'instant, les Français, je crois, sont un peu illusionnés par l'illusionniste Darmanin qui leur fait croire que c'est un texte de fermeté. Mais moi, je ne peux pas être d'accord avec un gouvernement qui cherche en réalité à constituer une majorité sur des positions qui sont celles de la droite sénatoriale, qui elle-même calque ses positions sur l'extrême droite. Mais donc, elle est où la grande loi de lutte contre l'immigration que nous avait vendue Gérald Darmanin ? Examinée au Sénat du 6 au 14 novembre, c'est la seconde loi sur l'immigration portée sous la présidence d'Emmanuel Macron et le 30e projet de loi sur l'immigration depuis 1980. Gérald Darmanin assure que son texte est le plus ferme avec les mesures les plus dures de ces 30 dernières années. Le texte en question vise à la fois à mieux expulser et mieux intégrer, ou encore, comme l'affirme Gérald Darmanin, nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Avec par exemple, d'une part, un renforcement de la lutte contre l'immigration illégale et de l'autre, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les mesures ont été pensées pour satisfaire à la fois la gauche et la droite. Et pourtant, personne n'est convaincu. Si bien que ce projet de loi Asile-Immigration est devenu le nouveau symbole d'un gouvernement qui tente de gouverner sans majorité parlementaire et donc bien souvent à coup de 49-3. Mais cette fois-ci, c'est promis, il n'y en aura pas. Sur ce texte, comme sur les 49 autres qui ont été adoptés sur 52 sans 49-3, nous chercherons des majorités. Le ministre de l'Intérieur est évidemment mobilisé. Au-delà des divisions politiques, le projet de loi remet les projecteurs sur un sujet déjà omniprésent dans le débat public depuis des années. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Une majorité de Français approuverait les principales mesures de la loi, mais 59% d'entre eux se disent mal informés sur la question de l'immigration. Alors, quelle est la situation aujourd'hui en France concernant l'immigration ? Quels sont les grands débats créés par ce projet de loi et quelles conséquences peut-il avoir ? Réponse tout de suite dans ce nouveau décryptage pour Blast. Avant de commencer, il est important de préciser que ce projet de loi est débattu dans un contexte particulièrement électrique, alors que la guerre au Proche-Orient monopolise l'actualité et que l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie augmentent. Si bien qu'on assiste à de plus en plus d'amalgames, notamment de la part de l'extrême droite. Des amalgames qui aujourd'hui attisent la haine et cherchent des boucs émissaires plutôt que de s'attaquer aux urgences sociales et démocratiques. J'aimerais quand même dire que si nous sommes aujourd'hui face à une explosion de l'antisémitisme en France, il faut indéniablement le lier aux conséquences de la politique d'immigration depuis des années. Pour commencer, un point sur la situation pour bien comprendre de quoi on parle. Selon les enquêtes d'opinion, l'immigration est en général le 4e ou 5e sujet qui préoccupe le plus les Français, derrière le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé et l'environnement. Et pourtant, lorsqu'on en vient aux chiffres, il y a souvent beaucoup de confusion. Pécresse, est-ce qu'il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France ? Oui, il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Alors, y a-t-il trop d'immigrés en France, comme on l'entend souvent dans la voix de commentateurs ou politiques ? Aujourd'hui, selon l'INSEE, 7 millions d'immigrés vivent en France, soit 10,3% de la population totale. Mais sur ces 7 millions, 2,5 millions ont acquis la nationalité française. Ce qui veut dire qu'il y a en réalité 4,5 millions d'immigrés de nationalité étrangère qui vivent en France, auxquels s'ajoutent 800 000 personnes nées en France de nationalité étrangère. Selon l'INSEE, la population dite étrangère vivant en France s'élève donc à 5,3 millions de personnes, soit 7,8% de la population totale. C'est moins que la moyenne européenne, puisque si l'on compare la proportion d'étrangers dans les pays de l'Union, la France arrive en 15e position. Elle se place derrière l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique ou encore le Luxembourg. Et si l'on rapporte le nombre de personnes venues s'installer en France depuis l'étranger à la population totale, nous sommes aussi loin derrière d'autres pays, avec 5 nouveaux immigrants pour 1000 habitants en 2021 par exemple. Pourtant, le débat public est saturé depuis des années par les questions migratoires, le plus souvent abordées à travers un prisme identitaire et sécuritaire, et clairement anxiogène. Si on ne fait rien, on est en voie d'un remplacement de population qui n'est pas bon pour la population française. Moi, je ne conteste pas les sondages et le fait qu'aujourd'hui, il y ait on sente une forme de ressentiment, d'angoisse vis-à-vis de la migration qui est largement entretenue par certains responsables politiques, largement entretenue aussi par certains médias, et je pense notamment aux médias du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. Nous sommes effectivement dans une situation gravissime, notre pays est en danger. Alors oui, la part d'immigrés a augmenté dans la population française depuis les années 50, où ils ne représentaient que 5% de la population.
Mais le nombre d'immigrés n'explose pas, comme on peut l'entendre bien souvent sur les plateaux télé. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année, augmente lentement depuis 2009 et a tendance à se stabiliser en oscillant depuis 2014 autour de 150 et 200 000. En 2022, le solde migratoire était de 161 000 par exemple. Et comme nous sommes dans un pays vieillissant, c'est-à-dire qu'il y a plus de morts que de naissances, aujourd'hui, le solde migratoire est devenu le principal moteur de la croissance de la population, qui n'a augmenté que de 0,3% en 2022. Une autre question que l'on peut se poser, c'est d'où viennent les personnes immigrées qui vivent en France. En 2022, 48% d'entre elles sont nées en Afrique et 32% sont nées en Europe. Les pays de naissance les plus fréquents sont l'Algérie, le Maroc, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Ensuite, il y a évidemment la question du nombre de personnes qui sont accueillies chaque année. Et ces derniers temps, on a beaucoup entendu un chiffre, relayé en grande partie par la droite et l'extrême droite. La France a accueilli de façon plus ou moins contrainte 500 000 personnes l'année dernière, 500 000, ce qui est un record. Donc il faut couper le robinet de l'immigration aujourd'hui. Vous avez 500 000 migrants qui arrivent tous les ans dans notre pays. Comment voulez-vous qu'au bout d'un moment, ça ne crée pas un certain nombre de problèmes ? Cette année, on est à 500 000 étrangers par an accueillis. Nous accueillons 500 000 personnes par an de manière légale. On ne peut plus faire cela. Et c'est là où il y a une grande confusion, car donner ce chiffre de 500 000 sans expliquer ce qu'il représente n'a absolument aucun sens. Je vous explique. Selon les estimations du ministère de l'Intérieur, 320 330 titres de séjour ont été délivrés en 2022. Et il y a eu 131 254 demandes d'asile enregistrées. Donc, si on ajoute ces deux chiffres et qu'on arrondit d'environ 50 000, ça fait autour de 500 000 pour l'année 2022. Sauf que l'on additionne ici des situations qui n'ont absolument rien à voir. Déjà, il y a une première erreur de calcul qui consiste à compter deux fois une même personne dans certains cas. On ne peut pas additionner le nombre de premiers titres de séjour délivrés avec le nombre de demandes d'asile, puisque, en fait, dans les délivrances de premiers titres de séjour, il y a aussi les réfugiés. Il y a 40% de ces personnes qui vont rentrer ensuite dans le tableau des délivrances de premiers titres de séjour sur la catégorie humanitaire. Donc, ça voudrait dire qu'on ajouterait deux fois une même personne. Ensuite, parmi les titres de séjour délivrés en 2022, la majorité est allée à des étudiants, avec 108 000 titres délivrés. Puis aux personnes arrivées pour motif familial, et enfin pour motif économique, ce qui comprend des salariés, des scientifiques ou encore des emplois saisonniers ou temporaires. Toutes ces personnes n'ont donc pas forcément vocation à rester en France sur la durée. Rappelez-vous le solde migratoire de 2022. Seules 161 000 personnes étrangères supplémentaires ont été comptées en France. Enfin, si on rapporte le nombre de titres de séjour accordés à la population, la France est loin des autres pays européens puisqu'elle se retrouve en 23e position. Si l'on s'intéresse maintenant aux demandes d'asile, on peut constater qu'elles sont en hausse par rapport à l'année dernière, mais se rapprochent du niveau d'avant la crise sanitaire. Pour rappel, un demandeur d'asile est une personne étrangère qui sollicite la protection de la France pour échapper à une persécution, un statut reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un demandeur d'asile est une personne qui a quitté son pays parce que celui-ci est en guerre ou parce qu'il risque d'y être persécuté en raison de son ethnie, sa religion, sa nationalité, son orientation sexuelle, ses opinions politiques ou encore parce qu'il craint pour sa vie ou sa liberté. Quand une personne dépose une demande d'asile, elle a le droit de rester sur le sol français dans l'attente d'une réponse. Sur les 131 254 demandes d'asile enregistrées en 2022, 56 000 ont été acceptées, soit 42%. La France a été le deuxième pays d'Europe à enregistrer le plus de demandes derrière l'Allemagne, qui, elle, a accordé sa protection à 3 fois plus de personnes. Au final, 13% des demandes acceptées dans l'Union européenne l'ont été en France, alors que la population française représente 15% du total des habitants de l'Union européenne. Notre pays est connu pour être particulièrement strict. Le taux de rejet des demandes d'asile, autour de 70%, est l'un des plus élevés d'Europe. Non, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Aujourd'hui, la France compte 1,5 million de réfugiés accueillis sur son territoire, ce qui reste beaucoup moins que de nombreux pays européens rapportés à sa population, encore une fois. En 10 ans, la France a enregistré 18% des demandes d'asile déposées en Europe par les ressortissants d'autres régions, soit sa part du PIB européen. Pour finir, ce qu'il faut ici comprendre, c'est que l'instabilité internationale participe à cette relative progression de l'immigration. Entre 2012 et 2022, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde à cause de conflits ou d'autres menaces, comme la menace climatique, a plus que doublé. Ces déplacements contraints se font très souvent au sein même des pays, ou vers les pays voisins.
mais atteignent aussi parfois l'Union européenne. C'est le cas notamment des ressortissants afghans, qui pour la 5e année de suite ont été les plus nombreux à demander l'asile en France. Une tendance qui s'est encore accentuée depuis le retour au pouvoir des talibans à l'été 2021. Dans ma propre famille, ma sœur ne peut plus aller à l'école. Elle reste enfermée à la maison en permanence. Je suis inquiète pour elle, pour mes amis et pour toutes les filles en Afghanistan. C'est un exemple parmi d'autres qui montre que lorsque l'on se concentre sur les chiffres, on oublie aussi les hommes et les femmes qui sont derrière, ainsi que les drames qu'ils ont vécus. On oublie aussi trop souvent toutes les personnes qui meurent en exil. Depuis 2014, 25 000 migrants sont morts ou portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Venons-en au projet de loi Asile-Immigration. Les mesures que je présenterai ici sont en discussion. Elles peuvent donc être modifiées par des amendements lors de l'examen à l'Assemblée nationale qui aura lieu en décembre. Je me base donc sur le texte initial et ce qui a été voté au Sénat à l'heure où je tourne cette vidéo. Commençons par le fameux article 3, qui cristallise toutes les tensions alors qu'il était prévu comme la caution de gauche du gouvernement. Il prévoit de régulariser les travailleurs sans papier des professions en tension, en clair, dans les secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Difficile de connaître le nombre de personnes concernées, puisqu'il n'existe pas de chiffre officiel sur le nombre de travailleurs sans papier en France, qui ne sont d'ailleurs pas des immigrés, mais des personnes en situation irrégulière. Selon la CGT, il y en aurait plus de 700 000. Dans ce restaurant parisien, le service ne pourrait sans doute pas se faire sans lui. Bakary est malien. Il a traversé le Maroc et l'Espagne avant d'arriver en France illégalement en 2017. En attente de régularisation, Bakary Diawara est donc salarié mais sans papier. Une vie sur le fil où il risque d'être arrêté à chaque instant. Tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas travailler. Pour le titre de travail aussi, il ne peut pas donner le titre de séjour aussi. C'est ça que je n'ai pas compris. Cet article 3 a vocation à permettre aux sans-papiers qui travaillent dans des secteurs comme la restauration, l'hôtellerie ou encore le bâtiment d'obtenir une carte de séjour temporaire d'une durée d'1 an sans passer par leur employeur, ce qui est le cas actuellement. Selon Amnesty International, cela limiterait les abus, le chantage ou l'exploitation au travail. Et selon le ministère de l'Intérieur, la disposition pourrait permettre 7 000 à 8 000 régularisations par an. Évidemment, l'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, de faire des appels d'air. On est dans un pays où on a encore un taux de chômage de plus de 7%, donc la priorité, c'est naturellement que les emplois puissent être pourvus par ceux qui n'en ont pas. De son côté, l'opposition de droite a fait de cet article sa ligne rouge, quitte à flirter avec l'extrême droite dans ses discours. Nous sommes totalement opposés à la régularisation des personnes clandestines parce que nous ne voulons pas de prime à la fraude. La gauche de la Macronie ainsi qu'une partie de la gauche soutient l'article, tandis que d'autres considèrent qu'il ne va pas assez loin. Selon la France Insoumise, mais aussi certaines ONG comme Amnesty International, il faudrait étendre cette régularisation au-delà des secteurs d'activité en tension à tous les sans-papiers. Je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs dits en tension, définis d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables. Il considère que tous les travailleurs devraient bénéficier des mêmes droits, quels que soient les besoins économiques du pays. Certains collectifs de sans-papiers rejettent en effet l'article en l'état, en considérant qu'il ne protège pas du tout les sans-papiers sur la durée et continuent de les considérer comme des esclaves modernes. Vous êtes lié à un boulot. Si demain, les 10 métiers n'est plus un métier en tension, vous perdez votre titre de séjour. Sinon, si les patrons vous licencient, vous perdez votre titre de séjour. Pour l'heure, l'article 3 a été supprimé par le Sénat, dominé par la droite, qui a trouvé un compromis avec les centristes, pour faire du cas par cas sur la demande des employés et sous la supervision des préfets, uniquement à titre exceptionnel. La circulaire Valls de 2012, qui permet à tout étranger en situation irrégulière de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, a du même coup été durcie. Il y a énormément de personnes qui sont issues de l'immigration, même des personnes qui sont arrivées récemment et qui sont parfaitement intégrées. Ce qui m'étonne dans vos amendements, et avec le suivant, c'est qu'en fait, ce que vous proposez, c'est le statu quo en pire. C'est-à-dire une nouvelle fabrique à clandestins. Parce que ce que nous savons tous, c'est qu'ils vont continuer d'occuper ces emplois, qu'ils vont continuer d'être là, qui ne vont pas être expulsés, qui vont rester sur le territoire français. Dans la foulée, l'article 4, qui permettait aux demandeurs d'asile qui avaient le plus de chances d'obtenir un statut de réfugié d'accéder au marché de l'emploi, a été enterré. Le compromis trouvé n'a pas été rejeté par le gouvernement, qui a donné un avis de sagesse, ce qui veut dire ni pour ni contre, sur l'amendement en question.
Vous avez donc un article de compromis entre vous, que va soutenir le gouvernement et qui va corriger sans doute à l'Assemblée nationale, et on verra en CMP, on verra à la fin qui vote le texte, ça c'est normal. L'article 3 donnait un droit automatique, c'est-à-dire que vous fraudez, vous entrez clandestinement sur le territoire français. Vous n'en avez pas le droit, mais vous fraudez. Et plus vous fraudez dans le temps, plus cette fraude est dissimulée et plus vous allez acquérir un droit qui sera un droit opposable à l'administration, donc automatique, à être régularisé. La fraude paye. C'est pas possible en droit français. Pourtant, cet article 3 était avancé comme une des mesures phares du projet de loi, mais aussi l'une des rares mesures dites humanistes d'un texte par ailleurs extrêmement dur. Un autre sujet fait aussi beaucoup débat. C'est la suppression de l'aide médicale d'État, introduite par amendement au projet de loi immigration. Créée en 2000, cette aide sociale permet aux personnes étrangères en situation irrégulière d'avoir accès aux soins de santé. Elle n'est accessible que pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 810 € par mois et qui résident en France depuis plus de 3 mois. Selon un rapport du Sénat, il y aurait aujourd'hui 422 686 bénéficiaires de l'AME. La majorité présidentielle est en grande partie contre cette suppression, mais Gérald Darmanin est pour. Je pense qu'il faut absolument que dans notre pays, on maintienne un système qui permet de soigner les personnes qui en ont besoin. Non, je ne suis pas favorable à une suppression de l'AME. Alors après ça, on peut changer de nom. Mais le principe qu'on peut être soigné parce que ça renvoie à un enjeu de santé publique, je pense qu'il est important dans notre pays. La droite et l'extrême droite, de leur côté, instrumentalisent ce dispositif pour dénoncer à nouveau un appel d'air à l'immigration illégale. Or, un récent rapport de Médecins du Monde démontre que 8 étrangers sur 10 éligibles à l'AME n'y ont pas recours. Tout simplement parce qu'ils connaissent mal ce dispositif, alors qu'on les accuse d'en profiter. Dans cette loi, on prévoit un droit de séjour appelé talent pour les médecins, pour les sages-femmes, pour les dentistes et les pharmaciens venant de même pays. Donc la France souhaite attirer les médecins, mais ne veut pas des malades. Comment tu empêcheras les malades de ces pays de venir si tu prends leurs médecins ? Le 2 novembre, 3000 soignants signaient une tribune contre la suppression de l'AME. Ils écrivent « Les patients que nous soignons et qui bénéficient de l'AME ne sont pas, dans leur grande majorité, des personnes qui ont migré vers la France pour se faire soigner, mais des personnes qui ont fui la misère, l'insécurité ou qui l'ont fait pour des raisons familiales. Leurs conditions de vie difficiles en France les exposent à des risques importants. Problèmes de santé physique et psychique, maladies chroniques, maladies transmissibles ou contagieuses, suivi prénatal insuffisant et risque accru de décès maternel. À ce titre, il s'agit d'une population prioritaire en matière de santé publique. Limiter leur accès aux soins aurait pour conséquence directe d'entraîner une dégradation de leur état de santé, mais aussi plus globalement celui de la population tout entière. Alors là, franchement, on a bien compris ce qui jouait avec cette loi sur l'immigration. C'est pour partie la survie de votre mouvement politique. C'est l'avenir politique du ministre. Mais à un moment donné, on ne joue pas avec la santé des Françaises et des Français. Les conclusions intermédiaires du rapport de Patrick Stefanini et Claude Évin confirment que l'AME ne fait pas l'objet d'un recours excessif, n'est pas un motif de migration en France et est particulièrement contrôlé. Malgré cet avis et ceux d'associations spécialisées dans la santé, les sénateurs et sénatrices ont voté la suppression de l'AME le mardi 7 novembre à l'initiative des Républicains et avec l'assentiment de Gérald Darmanin. C'est une profonde erreur et qu'il y a des moments où l'erreur confine à la faute. Il y a un principe d'humanité, petit 1, vous l'avez dit, un principe de santé individuelle des gens et un principe de santé publique. Nous nous élevons contre cette posture politicienne de la droite sénatoriale, prête à sacrifier la santé des étrangers et les enjeux de santé publique dans un calcul électoral cynique. Pourtant, l'exemple de l'Espagne aurait pu être un enseignement. Après avoir voté la restriction de l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière, le pays a vu les maladies infectieuses augmenter ainsi que la surmortalité et a finalement décidé d'abroger cette réforme en 2018. Le texte du Sénat prévoit donc de remplacer l'aide médicale d'État par une aide d'urgence qui couvre beaucoup moins de soins et se recentre sur la prise en charge de maladies graves et des douleurs aiguës, mais aussi les soins liés à la grossesse, les vaccinations et les examens de mesures préventives. Dans le même esprit, plusieurs autres amendements sont venus encore durcir le texte du gouvernement, comme les quotas migratoires, le durcissement du regroupement familial, le décalage des allocations, etc. Le texte qui va sortir à la fin de ce Sénat, c'est le cabinet des horreurs. C'est
en réalité, l'accord scellé, non pas entre le LR, les centristes et le gouvernement, c'est l'accord scellé entre LR et le Rassemblement national, puisque tout ce qu'on trouve là dans ce texte, c'est le programme du Rassemblement national, voire le programme du Front national historique des années 90. Il y a une recomposition de la droite autour manifestement de M. Darmanin et de M. Retailleau. Je crois que c'est ça le message politique qui est visible aujourd'hui au Sénat. On est prêt à ce compromis politique, à trouver ce point d'équilibre avec le Sénat, qui est une chambre qui a toujours écouté l'intérêt général. Et aujourd'hui, c'est un projet de loi du désordre et du mensonge. Parce que laisser des dizaines de milliers de personnes dans l'illégalité, dans l'indignité, dans la précarité, alors qu'ils construisent la France avec nous, c'est une faute morale. L'opposition de gauche et les associations dénoncent cette loi comme hors-sol et motivée seulement par des calculs politiques qui ont poussé la droite sénatoriale à tout faire pour sauver les apparences et réaffirmer le pouvoir du parti. Car sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le gouvernement a besoin des voix des Républicains pour faire adopter son projet de loi sans passer par un 49-3. Alors, quid de la suite ? Plusieurs députés ont déjà annoncé qu'ils comptaient revenir sur le texte du Sénat, à l'image de Sacha Houlié, président de la Commission des lois et membre de la majorité, qui a affirmé « À l'Assemblée, nous rétablirons le texte ambitieux de l'exécutif sur l'immigration ». La gauche risque aussi de déposer de nombreux amendements ou de ne pas voter le texte pour certains, ce qui pourrait peut-être mener à un autre 49-3. Cette loi ne réglera pas le problème de l'immigration. Voilà, je le dis. Donc il faudra, je sais pas, élire Marine Le Pen à la présidence. Dernière question, Marine Le Pen. Lui permettre de mettre en place son référendum sur ce référendum. Notre travail à nous, c'est qu'il n'y ait plus de problème. Mon travail, c'est la sécurité des Français. Une immigration maîtrisée pour que Mme Le Pen fasse le moins de voix possible et pour que les Français choisissent des partis républicains. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'extrême droite sort toujours plus gagnante de la confusion générale et du boulevard ouvert par Gérald Darmanin. Et quelle que soit l'issue de cette loi, ce n'est pas la fin des débats sur l'immigration. Car l'idée d'un référendum fait son chemin. Dans une lettre au chef des partis le 5 novembre, Emmanuel Macron proposait de modifier la Constitution pour élargir le champ du référendum aux questions de société, notamment sur l'immigration. Une demande de longue date de la droite et de l'extrême droite. Le lundi 6 novembre, profitant de l'occasion, le parti Les Républicains publiait une vidéo sur X pour encourager à signer une pétition pour demander un référendum sur l'immigration, comme l'avait déjà fait Jordan Bardella l'été dernier. Le tweet annonce la couleur. Vous en avez assez de l'immigration incontrôlée ? Nous aussi. Nous ne sommes plus maîtres de l'avenir de notre pays. Alors que faire ? En matière de lutte contre l'immigration, 29 lois ont été votées en 40 ans, ce qui fait plus d'une loi tous les 2 ans. Pour quel résultat ? Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration. Et plus il y a d'immigration, plus il y a de lois. Leur objectif ? Modifier la Constitution pour limiter chaque année, par un vote au Parlement, le nombre d'étrangers qui sont accueillis en France. Et ainsi, passer au-dessus du droit européen et international. Mais aussi faciliter l'expulsion des étrangers en situation irrégulière et ceux qui menacent l'ordre public, et enfin mettre un terme aux dérives de l'asile en instruisant les demandes à l'extérieur de nos frontières. Des propositions qui pourraient tout aussi bien avoir été écrites par le Rassemblement national. De son côté, Marion Maréchal Le Pen, tête de liste du parti d'Éric Zemmour Reconquête aux européennes, a proposé un référendum d'initiative partagée sur l'immigration et appelé toute la droite à se mobiliser. Sans grand succès pour le moment. Si tous les partis RN, Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan, qui a d'ailleurs lui pour le coup salué cette initiative, et les Républicains travaillent ensemble à l'obtention de ces 4,8 millions de signatures, c'est possible. Moi j'ai davantage confiance dans la capacité du peuple français à se mobiliser pour avoir ce référendum que dans ce président de la République. Là encore, la droite et l'extrême droite ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Et si l'on envisage sérieusement un référendum sur l'immigration, de nombreuses questions demeurent. Quel texte sera proposé aux Français ? Comment s'organisera le débat public sur cette question ? Et si une majorité de Français se disent mal informés sur le sujet, ne serait-il pas malvenu d'organiser un référendum sans information préalable ? Une étude réalisée par Occurrence en juin 2023 sur le sujet de l'immigration révèle le lien entre méconnaissance et opinion. Dans une interview à l'IFOP, Constance Rivière explique. Le sondage montre que les Français se considèrent globalement mal informés sur l'immigration et que les conditions d'un débat serein ne sont pas réunies. Sur le volet connaissance, sur 1000 personnes interrogées, un seul individu avait la bonne réponse aux 6 questions de connaissance qui étaient posées. Elle ajoute « Plus important encore, l'étude montre que plus la connaissance est faible, voire erronée, et plus les opinions sont en défaveur de l'immigration. » À l'affirmation « Il y a trop d'immigrés en France », 62% des Français répondent oui.
Mais le oui atteint 73% pour les Français qui se trompent sur les 6 questions de connaissance. Face aux propositions de référendum, une centaine d'associations, 70 personnalités et près de 400 chercheurs appellent Emmanuel Macron à organiser une convention citoyenne sur la migration, pour enfin avoir un débat apaisé en France sur le sujet et sortir des stratégies politiques qui instrumentalisent l'immigration. Ils écrivent dans leur appel « Une convention citoyenne permet à des citoyens tirés au sort de se mettre autour de la table, d'auditionner les experts, chercheurs, les politiques de tous bords, d'entendre différents points de vue et de faire ensuite des propositions de politique publique. Le tout dans un cadre apaisé, loin des plateaux télé. » Il nous semble qu'une convention citoyenne serait un bon moyen de faire de l'éducation populaire. L'idée est d'avoir une très grande diversité et de garantir un processus apartisan et fiable pour pouvoir s'appuyer sur des recommandations qui seraient des recommandations non orientées. Pour l'heure, l'idée d'un référendum sur l'immigration semble néanmoins beaucoup plus avancée. Et son organisation dépendra sûrement de l'issue du projet de loi Asile-Immigration. Mais organiser un référendum sur le sujet de l'immigration dans le contexte actuel n'a rien d'anodin et pourrait avoir de graves conséquences. L'extrême droite pourrait clairement continuer à en tirer parti. Quand on joue trop avec le feu, on finit par se brûler. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur ce projet de loi et le débat public actuel sur l'immigration. Je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais nous allons continuer de couvrir les débats politiques sur le sujet avec Blast dans les prochaines semaines. Je le rappelle, Blast est un média indépendant qui n'existe et rayonne que grâce à vous. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner pour nous soutenir et d'activer la cloche pour suivre notre actualité. À très vite sur Blast.